Lorsqu'il y a un soldat qui te braque avec sa Kalachnikov, tu lui dis vas-y, shoot. Ouais. La peur n'agit plus, en fait. Le mec me braque, je dis tire. Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai pu m'entretenir avec Benjamin Brière, accusé d'espionnage et de propagande envers le régime iranien. Il a passé 3 ans en prison. Je suis en fauteuil roulant. À cause de ta grève de la faim. Ouais, la deuxième aura duré 106 jours en tout. T'as perdu combien de kilos? J'avais pas de point de départ, mais j'ai un point d'arrivée à moins de 50 kilos. J'ai côtoyé des gens qui ont vraiment été torturés physiquement. T'étais mieux traité que certains autres prisonniers. Bah, j'avais une valeur marchande. Comme bien d'autres, Benjamin était ce qu'on appelle un otage d'État, victime de la politique transactionnelle du régime iranien qui arrête de manière arbitraire des ressortissants occidentaux pour les utiliser comme moyen de pression ou comme monnaie d'échange. La torture blanche, oui, c'est tout ce qui est fait pour vous briser. C'est 24 heures sur 24, pas de fenêtre, dormir par terre, avec des néons. C'est ce que veut le régime de la République islamique. C'est briser les otages pour qu'eux-mêmes brisent leur famille, pour qu'eux-mêmes aillent mettre la pression sur l'État français. Bonjour Benjamin Brière, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, tu publies un livre dans lequel tu racontes ton histoire Azadi, ça veut dire liberté en persan. Ça fait à présent un peu plus de 2 ans que tu es libre. Est-ce que tu as le sentiment de l'avoir totalement retrouvé, ta liberté? On l'apprécie, effectivement, parce qu'on retrouve les petites choses de la vie. Mais, en tout cas pour moi, c'est encore un peu compliqué de complètement déconnecter parce que je n'envisage pas de pas continuer le soutien et le combat pour les autres aussi. Ce livre que tu t'es décidé à écrire, c'est quelque chose qui fait partie d'un processus de reconstruction, de ton combat pour la libération des otages qui sont toujours prisonniers en Iran, un peu tout ça en même temps? Ça a été, c'est pas quelque chose que j'ai mûri à l'intérieur, là-bas, dans les geôles de la République islamique, même si j'ai eu, au bout d'1 an, accès à des livres, donc j'ai englouti énormément de livres et j'ai eu l'opportunité aussi d'écrire. Et c'est là aussi que ça s'est transformé. Je suis rentré en moi sur beaucoup de choses. J'ai pu faire sortir énormément de ces écrits, certains officiellement, certains par des biais officieux. Et oui, il y a un côté un peu thérapeutique en écrivant quelque chose. Et ça t'a fait réaliser certaines choses que tu n'avais pas réalisées au moment de ta détention? Pas vraiment. Par contre, c'est en relisant certains écrits que j'avais là-bas et que j'avais fait sortir, c'est en relisant certaines de ces choses-là où j'ai réalisé que le cerveau avait fait l'impasse volontairement, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, sur certains passages. Plus ou moins dur. Je voudrais revenir sur la nuit du 27 au 28 mai 2020, le moment de ton arrestation. Est-ce que tu peux nous le raconter? Ça se passe dans le canyon de Chambral, qui est à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec le Turkménistan. C'était un couple d'Iraniens qui voyageaient en van qui me l'avait recommandé parce que je faisais Téhéran, Machhad. J'évitais les villes puisqu'on était en période Covid. Voilà, donc je m'installe le soir, prêt à partir le matin en rando. Et je pourrais plus dire exactement 1h, 2h du matin. Et ça a commencé à cogner très fort sur la carrosserie. Ce qui est déjà arrivé quelques fois avant, mais pas avec les Kalachnikov à l'ouverture de la porte. Et là, tu ouvres la porte du van, tu te retrouves nez à nez... justement avec un groupe militaire, des gardiens de la Révolution qui te braquent leur Kalachnikov. Gardiens de la Révolution, je ne pense pas. Pour moi, c'était plus des militaires aux frontières, parce qu'après, on ira justement vers leur caserne. Mais oui, c'est 6-7 hommes qui sont armés, Kalachnikov et autres calibres que je ne reconnais pas. Il fait nuit, je dormais. Contrairement après à ce qu'on dira dans la presse où on disait que je faisais voler un drone pendant que je me suis fait arrêter. Et voilà en fait, mais je m'inquiète pas forcément. Enfin, je m'inquiète même pas du tout, en vérité, au début.
Et d'ailleurs, tu manques pas d'un certain aplomb, parce que lorsque les militaires veulent fouiller ton van, tu leur demandes de retirer leurs chaussures avant d'entrer, ce qu'ils font d'ailleurs. Ouais, la personne qui a l'air d'être en charge, quand toute personne va monter dans mon van de cette manière, parce que c'est chez moi, à l'époque, je lui demande de retirer ses chaussures, effectivement, ouais. Et ça, cet aplomb, comme tu dis, il me quittera pas. Enfin, je pense pas qu'il m'a déjà quitté avant, mais il me quittera pas pendant l'enfermement non plus. Et lorsqu'il y a un soldat qui te braque avec sa Kalachnikov, tu lui dis vas-y, shoot. Ouais, c'est... La peur n'agit plus, en fait. Il y a un moment, c'est tellement absurde que... Ouais, on n'agit pas par héroïsme, pardon. On agit, voilà, comme c'est sur le moment. Effectivement, il y a eu tenants et aboutissants qui ont fait que le mec me braque sa calage sur la tête et je dis tire. Ouais. Et dans ce van, il trouve un drone, comme tu l'as évoqué. C'est un petit drone, on va dire, qu'on trouve facilement dans le commerce. C'est un truc de loisir que j'ai acheté en Norvège à l'époque, d'occasion. Il était tout rafistolé avec glu et gaffeur. Donc oui, ça servira d'excuse surtout. Ouais. Oui, parce qu'on t'accuse d'avoir pris des photos de sites, de zones sensibles, ouais. Alors que tu es dans un canyon où il y a absolument rien en plus. Oui, enfin après, plus tard, dans la pseudo-investigation qu'ils disent mener, ils me montreront des photos de certains endroits où j'ai été, sans jamais prouver quoi que ce soit. Et puis de toute façon, il n'y avait rien à prouver. Mais c'est là la différence avec chez nous en France, c'est qu'on a la présomption d'innocence et on doit prouver qu'on est... Enfin, les autres doivent prouver qu'on est coupable. Là, vous devez prouver que vous êtes innocent, mais avec quoi? Comment vous justifiez l'injustifiable? Je reviens sur ton trip en Iran. Ça faisait quelques mois que tu voyageais dans ce pays après avoir traversé d'autres pays de la région. Est-ce que tu t'étais renseigné un peu avant de partir en Iran sur le fait que ça pouvait être dangereux, que c'était une dictature en fait? Ouais, dans les grandes lignes. Parce que comme dit Sylvain Tesson, les frontières, ça empêche de gambader. Et elle se dresse devant nous pour m'empêcher d'aller à la rencontre des autres. J'ai vécu beaucoup à l'étranger avant, habité et travaillé, que ce soit en Asie et au Moyen-Orient. Et donc on connaît les grandes lignes, mais on rencontre des gens avant tout. Et au bout de quasiment 6 mois de voyage, on en vient à en douter de la tyrannie finalement, parce qu'elle est extrêmement bien dissimulée à l'époque. Après, ça a changé. Parce que pour remettre un peu les choses dans le contexte, en 2020, l'Iran n'était pas encore classé en zone rouge par le Quai d'Orsay, mais il y avait quand même des recommandations, comme quoi il fallait être prudent, mais on était dans une période où encore beaucoup de gens, beaucoup de ressortissants occidentaux pouvaient voyager dans ce pays. C'est ça. Quand je rentre en Iran, on est le 15 décembre 2019. Ça vient juste un petit peu de chauffer parce qu'il y a eu la hausse du pétrole. Pour les Iraniennes et les Iraniens, je sais qu'à l'époque, il y a 2 Français, dont Roland Marshall, un Français qui était enfermé. J'en avais même pas connaissance. Et puis c'est malheureusement pas les choses qu'on regarde, ou heureusement pas, je ne sais pas, ça dépend de quel point de vue on se base. Et bizarrement, Roland Marshall sera relâché très peu de temps avant que je sois enfermé. Et on se dit aussi, ça n'arrive qu'aux autres. Finalement. Il y a aussi beaucoup de ça arrive qu'aux autres. Effectivement, il y a des centaines de milliers d'étrangers qui vont visiter l'Iran encore à l'époque. On est bien avant le mouvement Famille Liberté, qui éclatera en septembre 2022 après la mort de Gina Massa Amini. Donc non. Et puis, c'est les rencontres qui ont fait que les rencontres avant l'Iran et pendant le voyage en Iran, on en vient à en douter, ouais.
bizarrement, on vient à douter de ce que les médias occidentaux peuvent montrer, parce qu'on va beaucoup plus montrer la peur plutôt que la beauté. Et moi, j'ai vu que ça, surtout là-bas. Et après ton arrestation, tu es incarcéré à la prison de Vakilabad, à Mashhad, au nord-est du pays. Lors de ta première entrevue avec le juge, tu es battu. C'est le juge lui-même qui te frappe au visage pour te faire signer des aveux. Ouais. Alors, je suis pas tout de suite à Mashhad. À l'origine, je suis arrêté à côté de la ville de Kruchan. Je passe un premier mois dans la prison de Kruchan. Et c'est effectivement, peut-être, je vois ce juge-là, pseudo-juge, le premier jour de mon arrestation. Et on me met en prison et, je sais pas, 5-6 jours après, on me ressort pour me remettre dans la salle d'audience devant ce juge-là. Et c'est effectivement là, oui, qui cogne pour estorquer des aveux, tout simplement. Et là, tu réalises que t'es pas dans un pays comme les autres, t'es pas dans un état de droit quand le juge lui-même te frappe. Je suis même pas encore dans ces considérations-là, en fait. Je plane un peu, je pense à l'époque il y a erreur. Mais effectivement, quand il commence à cogner en me demandant d'avouer, finalement, pour m'estorquer les aveux, comme quoi je suis un espion, espion d'une force ennemie, ils préciseront jamais laquelle. Ouais, mais quoi en penser, je sais pas. Mais effectivement, ouais, ça sent pas bon. Et à ce moment-là, t'as encore aucun moyen de joindre ni l'ambassade, encore moins ta famille. Quand est-ce que tu arrives à joindre l'extérieur pour la première fois? Ce sera pendant le premier séjour en cage d'isolement solitaire. Donc je passerai à peu près 1 mois dans la prison de Kruchan. Ensuite, je suis transféré dans les locaux des services de renseignement de Mashhad, qui se trouve à 1h30 de route à peu près. 1h30 de route que je fais menotter poignets, chevilles et bandeaux, surtout, pour bien vous broyer et vous déstabiliser. Et c'est pendant ce mois, en fait, où vous êtes dans une cage d'1,50 m sur 3 mètres, avec les lumières allumées 24 heures sur 24, à dormir par terre, avec des interrogatoires complètement aléatoires. C'est là que, à un moment, je décide en fait, je ne répondrai à plus rien tant que je n'aurai pas parlé à ma famille et à l'ambassade. Ce qui est un droit. De toute manière, bon, voilà, on voit bien comment le droit est respecté là-bas de toute manière. Et ils m'autoriseront effectivement à appeler ma petite sœur Blandine. Ça durera 15 secondes. J'avais été briefé avant pour que le seul mot que je puisse dire, c'était « tout va bien, t'inquiète ». Et j'aurai le droit aussi à appeler l'ambassade 20 secondes et puis l'affaire suit son cours finalement. Et tes conditions d'incarcération, elles sont difficiles. T'as pas d'éléments de comparaison avec une prison française, mais comment ça se passe, être en prison en Iran? Mais d'ailleurs, ce serait une question qu'on me posera beaucoup là-bas pendant ces 3 ans. Mais en France, c'est mieux? Bah, j'en sais rien en fait, vraiment. Puis j'ai pas vraiment envie de le savoir, même si maintenant, je dois avouer que ça... Ouais, ça me pose question quand même, j'aimerais bien aller voir finalement. Moi, je suis... La plus grosse prison de prisonniers politiques en Iran est à Téhéran, la prison d'Evin. Et surtout, là, c'est la malheureuse section 209. Moi, je suis dans un quartier... À Kruchan, je suis avec des prisonniers de droit commun. À Mashhad, je suis avec beaucoup de prisonniers de droit commun dans le quartier de haute sécurité. Il y a quelques prisonniers sécuritaires, comme ils appellent. C'est juste sous couvert qui sont tout simplement sunnites. Et quelques politiques aussi assez virulents, avec qui finalement je m'entends très bien. Mais oui, c'est des prisonniers de droit commun, tout simplement. Et il y en a pas mal qui sont condamnés à mort et que tu vois disparaître du jour au lendemain au fur et à mesure de ta détention.
Justement, ces gens qui sont condamnés à mort, tu sais ce qu'ils ont fait? T'en parles avec eux? Dans le quartier de haute sécurité à Machhad, le quartier 6-1, c'est le couloir de la mort. C'est là où viennent effectuer leur dernière nuit les détenus qui vont être pendus le lendemain matin après la première prière. Il y a des meurtriers, il y a des trafiquants de drogue qui seront exécutés, puisque pour plus de 2 kilos de n'importe quel produit, vous serez exécuté. Tous les autres crimes de droit commun. Donc, eux partent. Et il y a aussi des prisonniers politiques et sécuritaires donc, qui sont accusés d'être de Daesh ou des choses comme ça. Vrai, pas vrai. C'est pas à moi d'en juger, mais bon... non. C'est juste qu'ils sont pas en accord avec ce que le régime veut. Et tu subis des mauvais traitements. On parle beaucoup de torture psychologique, de torture blanche. Est-ce que tu peux nous citer un exemple? Tout est fait pour vous broyer, en fait. Que ce soit en cage d'isolement solitaire, où je ferai quelques séjours, où si on met tout bout à bout, ça fait plusieurs mois. Tout est fait pour vous broyer en vous promettant monts et merveilles à chaque fois, en vous promettant que si vous faites ça, vous serez libéré demain, que demain il y a téléphone, et qu'en fait ça dure des jours avec c'est à toujours remettre au lendemain, à toujours vous dire que t'inquiète pas, c'est sûr que tu vas avoir, et en fait il n'y a jamais rien. C'est ce qui se passe pour tous les autres, c'est ce qui se passe encore pour Cécile et Jacques en ce moment. On leur promet monts et merveilles. Il va bientôt y avoir un verdict, et ça va être très sévère. Et là, depuis quelques semaines, on leur annonce qu'ils vont bientôt être libérés. Tout est fait pour vous broyer. Moi, l'exemple le plus... bizarrement, qui n'a pas été le plus compliqué pour moi, mais je pense qu'il a été très très compliqué pour ma famille, c'est que quelques mois avant ma libération, j'ai été acquitté. Un ordre libératoire immédiat est envoyé à la prison. Je sors du dortoir. J'arrive à 1 mètre de la sortie, et au final, on me dit de retourner. Voilà. C'est un gardien de la Révolution qui t'arrête, qui te dit... littéralement, à 1 mètre de la sortie, et tiens, on retourne en cellule. Et ça t'affecte pas tant que ça? Celui-ci, non. Non, parce que j'y crois pas. Ça fait 2 ans et demi, en fait. Ça fait plus de 2 ans et demi. Je crois plus à rien. T'es devant la porte de la prison, tu vas sortir, mais ça me paraît trop bizarre. Apparemment, mon avocate m'attend dehors. Mais on va où? J'ai pas de passeport, l'ambassade n'est pas là. Ça ne tient pas, mais en même temps, rien n'a de sens depuis 2 ans et demi. Et en même temps, il y a tellement eu déjà tellement de déceptions avant que non, j'y crois pas. Mais je pense que ça a été beaucoup plus dur pour ma petite sœur Blandine et mes parents, ouais. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle torture blanche, c'est que on te donne des faux espoirs. Et brise. Voilà, pour briser, annihiler toute forme de volonté. Parce que j'ai été otage. J'ai du mal à parler de torture physique, même si j'ai été cogné et lynché à plusieurs reprises. Mais quand j'ai côtoyé des gens qui ont vraiment été torturés physiquement... T'étais mieux traité que certains autres prisonniers? J'avais une valeur marchande. Donc un otage mort, il vaut plus grand-chose. Mais par contre, la torture blanche, oui, c'est tout ce qui est fait pour vous briser, mais qui ne se voit pas. Donc le côté psychologique, la torture blanche de la cage d'isolement solitaire, où c'est 24 heures sur 24, pas de fenêtre, dormir par terre, avec des néons d'usine allumés 24 heures sur 24. Et comment tu fais pour ne pas sombrer dans la folie? La première année, j'ai un jeu où je me dis qu'est-ce que tu faisais il y a 1 an, jour pour jour, Tétéo? Voilà. Puis au bout d'1 an, game over. Voilà. Et après, t'as inventé un autre jeu? J'ai pas inventé des autres jeux, j'ai été puisé dans ce que, encore une fois, Sylvain Tesson appelle la boîte à archives. On va creuser très très profond dans cette boîte, on va fouiller très très loin. Il y a des souvenirs qui reviennent, en fait, qu'on pensait enfouis. Je me fais mon monde.
C'est assez fascinant finalement, bizarrement. Il y a beaucoup de références littéraires dans ton livre. On sent que ça a irrigué toute ta détention. Et Sylvain Tesson est très présent. Est-ce que c'est un écrivain que tu as eu la chance de rencontrer depuis ta sortie? Je n'ai pas eu cette chance-là, non. J'ai eu un email de lui. Parce qu'il a entendu que j'avais eu ces livres... Enfin, j'avais déjà ces livres avant, mais je les ai eus en détention et qui m'ont énormément aidé. Et il a eu des mots de Sylvain Tesson. Et ouais, c'était un email extrêmement touchant pour moi, bien sûr. Et peut-être que je le croiserai un jour, mais c'est lui avec plein d'autres qui ont participé à ma survie, clairement. Ouais. Dans cette prison, il y a aussi beaucoup de drogues qui circulent. Il y a beaucoup de prisonniers qui se droguent tout simplement pour tenir le coup. Toi, on t'en a proposé? Proposé, j'aurais pu avoir effectivement tout ce qui tournait. Il y a certaines que j'avais jamais entendu les noms. Beaucoup de dérivés d'opium, où tout arrive d'Afghanistan. Hein, donc là, on est à la frontière. Oui, proposer pas forcément, mais il suffit de demander finalement. Et tu ne cèdes pas parce que C'est tentant. C'est tentant de s'assommer pour que la journée de 24 heures en fasse plus que 5, quoi, finalement. Sauf que non, la volonté de rester, entre guillemets... lucide. Ouais, lucide ou pas se faire ravager par ça, en plus de se faire ravager par le côté psychologique qu'ils infligent là-bas. Je suis tenté, mais non. Et puis en fait, il y a aussi le gros risque de... Je veux pas dire de se faire choper, mais le gros risque de se faire balancer surtout. Parce que faut savoir que dans notre quartier de haute sécurité à Machhad, les gardiens ne rentrent presque pas. Ce sont des prisonniers travailleurs managés par un prisonnier manager, le Vakil Band, qui gère le quartier. Sauf que eux, ils sont pas arrivés par hasard au poste où ils sont. Donc c'est tout un système de délation. C'est ça. On est sur le côté balance très très vivement encouragé et vivement récompensé. Ouais. Donc il faut se tenir à carreau le plus possible. Il faut se tenir à carreau ou faire les choses encore plus en douce que ce qu'ils peuvent le voir. Ouais. Et comment tu te décrirais en prison? T'es plutôt un détenu modèle ou tu te rebelles? Je me rebelle poliment, ce qui les déstabilise beaucoup. C'est-à-dire que je vais toujours leur parler très calmement, jamais d'insultes, jamais de bagarres, sauf quand il faut y aller. J'attaque pas, mais je me défends férocement. Quelques mois après ton incarcération, la sentence tombe, tu es condamné à 8 ans et 8 mois de prison pour espionnage et propagande envers le régime. Quels sont les sentiments qui te traversent lorsque tu prends connaissance de ce verdict? Je suis condamné effectivement après 21 mois de détention à ce verdict-là. Même si on sait que la liberté ne se joue pas dans une cour de justice de toute manière, ça au bout de 21 mois je le savais. Ça met un gros coup de massue quand même, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de projeter, on ne peut pas s'empêcher de calculer l'âge qu'on aura quand on sera libéré. On ne peut pas s'empêcher de penser de quel âge auront les enfants de tel copain ou de ma sœur, par exemple, qui ne sera peut-être plus là, probablement plus là. La projection est très très compliquée. Ouais. C'est pas la réalité du moment, c'est plus la projection. Ouais. Surtout qu'on t'annonce, je ne sais plus si c'est ton avocate ou le consul qui t'annonce que ce sera plutôt 2 ou 3 ans. Ouais, c'était l'avocate. En fait, il y a plusieurs niveaux, paliers d'accusation pour espionnage. Et le premier palier, on va dire que c'est... le maximum, c'est 3 ans, en ayant déjà fait à l'époque, quand je me fais juger... juger, c'est vraiment des gros guillemets qu'il faut mettre quand même. J'avais déjà fait 21 mois, donc voilà, ça peut sentir la fin. Mais en même temps... ça ne se joue pas encore une fois dans une cour de justice. Le juge auquel je fais face, les plusieurs juges auxquels j'ai fait face,
sont des pantins, sont clairement des marionnettes. D'ailleurs, ce qui montre que c'est vraiment une farce de justice, c'est que tu apprends ton verdict avant, et d'ailleurs, tu l'apprends par ton avocate avant, et d'ailleurs, tu n'y vas même pas. Ouais, c'est ça. J'ai mon avocate un soir, et elle me dit, demain, tu vas être convoqué pour qu'ils te disent ton verdict. Et je dis, bah, vous serez là. Elle me dit, non, moi, j'y étais aujourd'hui, j'étais convoqué aujourd'hui. Et je dis, bah, dites-moi ce qui s'est passé. Et c'est là qu'elle m'a dit, t'as pris 8 ans et 8 mois. Et du coup, le lendemain matin, j'ai joué. Et je leur ai dit que je refusais d'aller voir le juge, ce qui est complètement inconcevable là-bas. Je savais très bien ce que je faisais, mais j'avais décidé de jouer. Parce qu'en fait, c'est aussi comme ça que j'ai réussi à tenir. C'est que j'avais besoin de tourner beaucoup en dérision. L'accusation d'espionnage, donc ils l'ont construite à partir du drone que tu avais en ta possession dans le van. Mais il y a aussi l'accusation de propagande contre le régime. Ouais. Comment ils l'ont justifié, celle-ci? C'était un post Instagram que j'avais fait quelques semaines auparavant, où je parlais du hijab en Iran, en disant que la plupart des femmes, malgré l'obligation, parce que la plupart d'entre elles souhaiteraient le laisser plutôt dans une commode à la maison, et elles ont réussi à rendre quelque chose d'obligatoire en quelque chose bourré de charme, qu'elles arrivent à accessoiriser finalement, pas parce qu'elles ont telle ou telle croyance, peu importe, mais parce qu'elles sont obligées de le porter. Donc elles décident en fait d'en faire une revendication plus qu'autre chose. Et c'est très beau, ouais, tout simplement. On a déjà vu plus subversif comme message. C'est pas... Mais en fait, tout sera utilisé, et en fait, ils utilisent la moindre petite chose. Je donne pas mon opinion, est-ce que c'est mal ou bien de le porter? J'ai pas à le faire. Donc chacun fait ce qu'il a envie. Moi, ça me bat. Mais c'est comme les accusations d'espionnage. Est-ce qu'un jouet justifie des accusations d'espionnage pour le compte d'un État ennemi? Je pense pas. Le voile, justement, c'est une question particulièrement sensible à ce moment-là en Iran, puisque pendant ton incarcération se produit le soulèvement Femmes-Vie-Liberté, suite à la mort en détention d'une jeune femme, Mahsa Jina Amini, en septembre 2022. Ce mouvement de contestation, tu en entends parler depuis ta cellule ou pas du tout? Au début, non. On l'entend par des familles de détenus avec qui je suis, comme quoi ça a l'air de péter à l'extérieur. Mais à la télévision du régime qu'on a dans notre dortoir, où tout est effectivement propagande et contrôle, tout va bien. Il fait bon vivre en Iran, et ce sont encore des mensonges des Occidentaux. Sauf que nous, dans notre quartier, on commence à avoir des dortoirs qui se remplissent vraiment beaucoup, et avec des détenus très très jeunes pour certains, qui du coup nous ramènent des infos. On a normalement interdiction de communiquer avec eux, mais partout où il y a interdiction, il y a contournement. Donc on arrive quand même. L'Iran, c'est 85 millions d'habitants, c'est 80 millions d'otages. Ouais. Tu le disais tout à l'heure, dans ton livre, il y a de l'humour, il y a de l'autodérision. J'aimerais lire un petit passage, un moment où tu justement regardes la télé iranienne en prison. Tu dis à l'écran, une photo de Macron à côté de celle d'un dirigeant de l'Iran. Il semble qu'une rencontre ait lieu entre eux demain à Paris. S'ils peuvent avoir le temps d'évoquer le cas d'un compte touriste détenu à Gouchan, je suis preneur. Ouais, ça c'est au tout début, Gouchan, ouais, donc c'est dans les premiers mois. Oui, mais il y a plein de passages comme ça dans le livre, ou même quand... moi, mon point de référence sur la censure, ça avait été Mary Poppins. Mary Poppins passe, je me dis, mais il est vachement plus long quand même, normalement, le film. Effectivement, il y a beaucoup de scènes de coupées. C'est toujours de la censure, toujours de la propagande. Et en fait, on se rend pas compte, mais elle agit. Bizarrement. Et je suis pas sûr de voir le côté subversif de Mary Poppins, mais peut-être... déjà, c'est une femme qui chante, c'est interdit. Alors du coup, il reste plus rien dans Mary Poppins.
Il reste pas grand-chose, il retire la scène mythique des ramoneurs qui dansent sur les toits, puisque de danser, c'est interdit aussi. Voilà, moi j'en ris plus, mais parce que je viens pas de là-bas. Mais je suis attristé effectivement pour tout ce peuple-là qui m'a fait vibrer pendant 6 mois avant. Et cette dérision, cet humour, ce sarcasme, ça t'aide à relativiser, à te décentrer, à tenir tout simplement? Ouais, complètement. Ouais, j'ai besoin de ça. Puis de toute façon, après, c'est ce que je pense que c'est ce que je suis aussi dans la vie. C'est que je relativise beaucoup de choses. Et depuis 2 ans, après le retour, encore plus. Une telle expérience fait énormément relativiser. Et les rencontres qui s'en suivent aussi, avec des Iraniennes, des Iraniens, réfugiés politiques ici, suite au mouvement Femmes, Vie, Liberté, par exemple. Ouais, ça pousse énormément à l'humilité. Ouais. Puis il y a aussi un truc qu'on n'a pas trop évoqué, c'est que il y a la barrière de la langue. Au départ, tu ne parles pas du tout persan, et il faudra attendre la fin de ta détention pour que tu partages ta cellule avec un autre détenu français. Ouais, au début, effectivement, c'est l'enfermement plus, dans le sens où il y a impossibilité complète de communiquer. Au fur et à mesure, j'apprends le persan. Moi, je pensais que je parlais bien persan en rentrant. Bon, en fait, non, je parle comme un gangster. Mais c'est ce que des Iraniens me disent. Ils me font, mais en fait, tu peux pas dire ça. Je fais, ok, mais moi, c'était mon langage quotidien là-bas. Effectivement, sur les 6 derniers mois, 6 ou 7 derniers mois, pardon, il y aura Bernard Félan qui va me rejoindre et on sera libérés ensemble. Ouais. Ouais. J'aimerais revenir sur la médiatisation de l'affaire. Il y a une personne qui est très importante pour toi dans ta vie, c'est ta petite sœur Blandine, qu'on a pu voir d'ailleurs à de nombreuses reprises dans les médias pour appeler à ta libération. C'est elle qui décide de médiatiser l'affaire. D'ailleurs, un peu contre l'avis du Quai d'Orsay, il me semble. Ça va être le moment où ça va être compliqué quand on parle de ma sœur. Oui, c'est elle qui elle est dans un dilemme énorme, en fait, où on la pousse. Beaucoup de journalistes qui ont vécu des cas pareils, des cas similaires avant, la poussent énormément, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et effectivement, d'un autre côté, elle se prend une pression du ministère des Affaires étrangères via le Quai d'Orsay, de ne surtout pas médiatiser l'affaire, parce que ça pourrait nuire à mes conditions de détention, parce que ça pourrait retarder plein de choses, parce que voilà, tout ça infondé, sans jamais rien lui dire, et surtout ne pas l'aider non plus. Donc on veut la contrôler en soi, sans l'aider sur quoi que ce soit. Et en fait, moi, j'entends parler par des biais, des canaux un peu dérivés à l'intérieur de la prison, comme quoi ma sœur se pose la question, est-ce qu'il faut médiatiser? Et moi, j'ai pu lui faire sortir un mot en lui disant que si tu penses que c'est une bonne chose, vas-y. Moi, de toute manière, je ne vois rien. Quoi que tu dises, dans tous les cas, je ne t'en voudrais jamais. Et elle a été héroïque. Ouais. Elle a dédié plusieurs années de sa vie et de sa famille à ma libération, bien sûr. Et ça, tu le ressens à l'intérieur, c'est ça qui t'aide à tenir aussi, j'imagine? Non, je le ressens pas tant que ça, puisque je n'en vois rien. Je le ressens quand il y a 1 ou 2 gardiens qui viennent me voir, qui me disent « J'ai vu ta petite sœur à la télé hier soir ». Donc, s'ils l'ont vu, c'est qu'ils regardent la télé de l'opposition, ce qui est strictement interdit. Donc, eux, ils sortent d'où? Il y a quelques détenus qui me disent « Il y a ma famille, ils ont vu ta sœur aussi, etc. » Très bien, mais même en fait, quand on arrive à savoir un petit peu au téléphone, on parle pas de tout ça. On se rassure déjà, en fait, on passe son temps à se rassurer l'un et l'autre. Et en fait, on parle d'eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis où?
Quand je suis enfermé, c'est une toute jeune maman. Et voilà. C'est le terre-à-terre, en fait, qui ramène, qui nous fait pas oublier qu'il y a encore une vie à l'extérieur. Et en plus, les conversations, j'imagine qu'elles sont très courtes, et en plus, elles sont écoutées, elles sont surveillées. Ouais, elles sont en moyenne, la première année, il y en a pas eu. Et après, en moyenne, j'aurais un quart d'heure toutes les 4 à 6 semaines de téléphone. Effectivement, sur écoute, mais ça, en fait, c'est le dernier de mes soucis. Ma sœur me dira souvent, je sens qu'elle est sur la retenue sur certaines choses. Et je chercherai jamais à comprendre parce qu'en fait, j'ai une confiance complètement aveugle, confiance à 100% dans ce qui est entrepris. J'ai pas envie d'essayer de gérer quoi que ce soit parce que je suis enfermé. Et en fait, moi, mon boulot, j'estime que mon boulot, c'est de m'en sortir le mieux possible mentalement. Et ce qui se passe à l'extérieur, bah, je le verrai après, que le plus important, c'est de sortir le moins déglingué possible. Ouais. Je voudrais parler à présent de la diplomatie des otages. Tu le racontes dans le livre, un jour tu apprends que tu as été arrêté comme monnaie d'échange. C'est ce qu'on appelle la diplomatie des otages, j'en ai parlé rapidement au début. C'est quand des ressortissants étrangers sont arrêtés dans le but d'être échangés contre des ressortissants iraniens, ou alors dans le but de faire pression sur d'autres sujets, comme le dossier nucléaire, la levée des sanctions. C'est là que tu réalises qu'en fait la situation, elle te dépasse totalement et que finalement, la question de ton innocence, c'est qu'un détail. Complètement. Je suis plus au 4e mois à peu près, quand je suis transféré à Machhad, où effectivement il y a un nom qui revient, Assadollah Assadi, qui a été enfermé quelques temps auparavant pour avoir planifié un attentat en banlieue parisienne. Ouais, donc juste pour un peu de contexte, donc c'est Assadollah Assadi, c'est un diplomate iranien qui a été condamné à 20 ans de prison en Belgique pour une tentative d'attentat à la bombe en banlieue parisienne contre un rassemblement d'opposants à la République islamique. Exactement. Il a été... il y a des images où on sait en tout cas qu'il a transporté une bombe et des détonateurs dans sa valise diplomatique. Exactement. Et là, tu apprends que tu pourrais être échangé contre cette personne. Ouais. Moi, je débarque. Plusieurs prisonniers politiques me disent « mais de toute façon, t'es là pour Assadi. Il n'y a pas de sujet. » Vrai, pas vrai, je sais pas. Par contre, moi, directement, je demanderais à l'ambassade de ne pas négocier. Parce que je ne veux pas avoir sur la conscience la libération d'un terroriste. Même si, en soi, les petits papiers du Quai d'Orsay, comme me disait le consul à l'époque, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Bah, ça fait beaucoup. Lui te dit en plus qu'il est au courant de rien. Ouais, c'est un peu le fil rouge du livre, ouais. Que le consul ne sait rien. Non, qu'on lui dit rien, qu'il ne sait rien. Donc pourquoi il est là finalement devant moi? Pour au bout d'un moment que je dise à ma sœur, écoute, dis-leur d'arrêter les visites consulaires. Qu'ils ne viennent plus, je ne me pointerai pas. Elles te font plus de mal que de bien. C'est ça. Ouais, parce qu'on y va avec quelques poussières d'espoir et en fait, on ressort sans rien, quoi. Même pas avec un clin d'œil ou quelque chose, rien du tout. Donc au bout d'un moment, en fait, je préfère rester dans ma carapace plutôt que de l'ouvrir un tout petit peu. Et je dis pas que c'est bien, encore une fois, ou je dis pas que c'est mal, c'est la façon dont je me sens le mieux, en tout cas, en faisant. T'en fais presque c'est très kafkaïen, mais t'en fais presque un personnage comique de ce consul qui vient te voir, mais qui sait pas, en fait, qui te dit « désolé, j'en sais rien ». Oui, complètement. C'est... Bon, je vais le dire brut, hein, mais c'est Monsieur Pignon. Ouais. C'est le consul, Monsieur Pignon. Qui m'en veut pas, hein, mais... Il est toujours en poste aujourd'hui? Non. Non, il est plus en poste. En Iran, en tout cas, non. Tu décides le 25 décembre 2021. Ça fait 1 an et demi à peu près que tu es incarcéré. Et après une énième promesse non tenue d'un coup de téléphone à ta sœur, tu décides d'entamer une grève de la faim. Combien de temps ça va durer?
Cette grève de la faim du 25 décembre 2021, elle est même pas anticipée, elle est même pas réfléchie en fait. C'est juste un estomac noué pendant 2 jours parce qu'on m'a refusé le téléphone tant attendu et promis pour Noël. Et en fait, au bout de 2 jours, je me dis je vais continuer à pas m'alimenter. Et cette première grève de la faim durera 35 jours. Parce que ma petite sœur et ma mère au téléphone me demanderont d'arrêter au 35e jour. Et il y a eu entre-temps un coup de téléphone entre les 2 présidents français et iraniens où mon nom a été évoqué apparemment. Donc on me dit que ça bouge. Trop naïf. Quand tu cesses cette grève de la faim, je dis ça parce qu'il y en aura une deuxième, mais c'est très étonnant, tu décris cet arrêt, la reprise de l'alimentation comme une grande tristesse. C'est un échec, bien sûr. C'est le seul levier que j'ai, c'est la seule arme que j'ai pour me défendre en fait. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler de moi. Donc oui, c'est un échec. Mais c'est bien ancré dans la tête de toute manière que si ça bouge pas, il y aura encore. Mais là, par contre, il n'y aura pas d'arrêt. Il y a un tournant durant ton incarcération. En mai 2022, il y a 2 Français qui sont arrêtés en Iran. On les a déjà évoqués, Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont toujours incarcérés à ce jour. C'est important parce qu'à ce moment-là, au Quai d'Orsay, ton cas, il passe en rouge. Et on assiste aussi à un changement sémantique. Désormais, le gouvernement te reconnaît comme otage d'État. C'est ça. C'est important pour toi de reconnaître cette formulation? C'est important de ne pas utiliser d'hypocrisie de langage, surtout. Parce que pendant 2 ans, effectivement, mon dossier est au Quai d'Orsay, mais il n'est pas en cellule de crise. Même si certaines instances se défendront ils agissaient comme si je l'avais été en cellule de crise, mon dossier passe réellement en cellule de crise quand Cécile et Jacques sont arrêtés. À l'époque, c'est la pression sur ma sœur et sur toute autre médiatisation pour dire détention et arrestation arbitraire. Voilà, c'est le langage diplomatique pour dire otage, finalement. Et au fur et à mesure que ça a avancé, le mot otage d'État va enfin être dit, jusque président et autres. Important, non. Juste que ce soit pas hypocrite, effectivement. On est là pour une rançon. Donc, on est otage. Détention arbitraire, oui, ça aurait pu être moi comme un autre. Mais le fait est qu'on est otage. Je reviens sur l'arrestation de Cécile Collère et Jacques Paris. Quand tu apprends par la télévision iranienne qu'ils ont avoué être des agents de la DGSE, des services secrets français, tu te surprends à douter. Je me surprends à me dire, mais en fait, je pensais qu'ils étaient vraiment touristes. Je pensais qu'ils étaient vraiment touristes comme moi. Et c'est ma sœur, plusieurs jours après, qui me dit, mais ça va pas ou quoi? Rien ne colle. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la propagande, en fait, agit tout doucement et inconsciemment, parce que j'en suis venu à douter. Et c'était dévastateur de penser ça. Et en même temps, si on y réfléchit bien, moi, ce qu'ils m'ont fait pour que j'avoue, j'étais seul. Quand on est en couple, j'ose même pas imaginer les pressions qu'ils ont pu leur mettre, en fait. Et voilà, bon, ils l'ont fait, et en vrai, si ça allait... Je sais pas ce que ça en découlait, mais cette vidéo, elle est glaçante. Elle est traumatique pour leur famille. Et c'est ce que veut le régime de la République islamique. C'est ça, c'est briser les otages pour qu'eux-mêmes brisent leur famille, pour qu'eux-mêmes aillent mettre la pression sur l'État français. Je ne l'ai pas reprécisé, mais il faut le dire, ces aveux ils sont factices. Bien sûr. Ils étaient accusés d'être des agents de la DGSE. Maintenant, depuis quelques mois, avec la guerre avec Israël, maintenant, ils sont accusés d'être des agents du Mossad. Voilà, rien n'a de sens, encore une fois, rien ne se tient. Plus c'est gros, apparemment plus ça passe d'après eux.
Sauf que ça passe pas, mais le fait est qu'ils sont toujours enfermés pour des choses fausses. Ils ne sont ni agents, c'est des profs. Voilà, de l'éducation nationale. Jacques était à la retraite, Cécile était toujours active. Et voilà. Mais du coup, avec ces aveux effectivement complètement faux et estorqués, la République islamique a une sorte de levier complètement aberrant, mais ils l'ont. Enfin, eux, ils estiment qu'ils l'ont en tout cas. Et toi, t'as réussi, t'as résisté, t'as réussi à ne pas leur donner. Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose Je ne sais pas. On ne le saura pas. Le fait est que ça aurait probablement rien changé, puisque, encore une fois, ça ne se joue pas dans une cour de justice. Et la preuve en est, Cécile et Jacques ont été accusés directement avec ces aveux estorqués d'être de la DGSE. Et là, quasiment 3 ans après, on change les motifs, mais parce que géopolitiquement, ça commence à mieux les arranger. Mais c'est grotesque. Mais par contre, c'est traumatique pour leur famille. Je voudrais parler maintenant du 12 mai 2023, le jour de ta libération. Est-ce que tu peux nous raconter les circonstances de ta libération? Bernard et moi, on est convoqués chez Fazat, la sécurité de la prison, à une heure où normalement ils sont plus là. Il y a juste le directeur de la sécurité qui est là et qui nous dit très bien, il y a des fortes chances que vous soyez libérés aujourd'hui. Et moi, comme de toute façon, je suis en roue libre, je suis en une autre grève de la faim aussi. Je dis oui, comme il y a 3 mois, quoi. Très bien. T'y crois pas non plus? Non, absolument pas. Moi, j'y crois quand j'aurai ma sœur dans mes bras, et encore, parce qu'on met des jours à réaliser, voire des semaines à réaliser qu'on est libre. Et tout s'enchaîne très très vite. Donc on sort de la prison peu de temps après. Dans un des couloirs principaux de la prison, Bernard me demande « mais c'était comme ça la dernière fois ?» Et je dis « non, là, ça sent un peu plus... la chose un peu plus officielle. » On nous conduit dans une maison qui appartient au service des renseignements. Et une demi-heure après, on voit la délégation de l'ambassade qui arrive. Nicolas Roche, qui était ambassadeur, arrivé en poste 6 mois avant, le consul de l'époque et une 3e personne de l'ambassade. Et bon, ça commence à sentir bon. Malheureusement, on ne peut pas partir directement parce que je ne suis peut-être pas apte à voler, vu ma condition. Je suis en fauteuil roulant. À ce point-là, parce que à cause de ta grève de la faim? Ouais, la 2e aura duré 106 jours en tout. T'as perdu combien de kilos? Alors, j'avais pas de point de départ, mais j'ai un point d'arrivée à moins de 50 kilos. Donc, on passe la nuit en observation dans un hôpital privé à Machad pour voir si je suis apte à voler. Pendant toute cette nuit-là, nous, on pense qu'ils vont redébarquer et qu'ils vont nous ramener en prison. Et le lendemain, moi, je fais que demander le téléphone de Nicolas Roche, l'ambassadeur, pour que j'appelle Blandine. Ce qui n'est pas encore possible parce qu'avec ce qui s'est passé en février, quelques mois avant, où là, il leur avait dit à ma famille, c'est bon, il arrive, là, il va sortir de prison, le temps de prendre l'avion, il arrive. Là, ils ont décidé de rien dire jusqu'à temps qu'on soit sorti de l'espace aérien iranien. Et Nicolas m'avait promis, il a tenu parole de 28 minutes pour sortir de l'espace aérien. À la 29e minute, Blandine était prévenue. Ouais. Et ça va très vite, trop vite. Parce que l'arrachage à la liberté, je l'ai trouvé quasiment aussi violent que le retour à la liberté, ou plutôt l'arrachage à la prison. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sort d'une pièce où j'ai vécu depuis 2 ans et demi, et que là, l'horizon s'élargit, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de sollicitations, le téléphone, il y a tout. La médiatisation? Alors, la médiatisation, les médias avaient été tenus à l'écart
quand on est arrivé. Et merci à eux pour le soutien, mais merci d'avoir été écarté au final, parce que j'aurais pas pu m'exprimer. Je demandais même à la personne du Quai d'Orsay dans l'avion, mais s'il faut dire quelque chose, dites-moi ce qu'il faut que je dise, parce que moi je vais être en roue libre, je ne sais pas ce que je vais dire. Et puis en vrai, j'ai juste envie d'être avec mes proches, surtout. Ouais. Donc quand j'arrive, voilà, il y a Blandine qui m'attend en bas des marches. Je devais être porté, mais c'était pour moi inconcevable qu'on rende à ma famille en fauteuil roulant. Donc je me gave de sucre et de café un quart d'heure avant d'atterrir. Et puis il y a Blandine, il y a mes parents, il y a Yann et Hélène, mes cousins, il y a Flavien aussi, mon cousin, qui sera là. Et on nous met dans une ambulance, Blandine est avec moi, les motards nous ouvrent la 86 et la 4 pour nous amener à l'hôpital militaire. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, en fait? Moi, je me baladais en tongs et en van. Et je reviens dans le cockpit d'un jet privé, parce qu'on a quand même eu la présence d'esprit de demander au pilote de rentrer dans le cockpit. Ça, c'est classe. C'est pas dégueu, effectivement. Ouais. Il y aura une occasion, bah c'est bon, c'est fait. Et le van? Le van, il reviendra quasiment 1 an après la liberté. Une décision qui aurait pu être discutée parce que discutable, parce qu'en fait, il est ruiné. Mais l'État français, voilà, pourra dire qu'ils m'ont rendu mes affaires. On va dire ça comme ça. Ils ont continué de négocier après ta libération pour récupérer le véhicule? Apparemment, oui. Mais encore une fois, ça aurait pu être discuté parce que discutable, dans le sens où ramener des affaires qui vont être jetées, autant pas le faire. Donc toutes mes affaires à l'intérieur étaient pourries, donc tout a été jeté. Moi, par contre, j'ai mis un point d'honneur à retaper le van parce qu'il l'avait dépioté. Pour finir mon voyage. Et donc, l'été 2024, je repars avec le van. Je reste juste dans l'Hexagone. Je passe pas les frontières. Mais je fais le tour de France et le tour des copains. Et puis, en fait, au bout de quelques semaines, je me rends compte que, voilà, c'est bon, mon voyage est terminé. Mais c'est moi qui le décide. C'était une question, justement, que je voulais te poser, si aujourd'hui tu comptais revoyager à l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à concevoir? Ça reviendra, bien sûr. Je suis retourné à l'étranger quelques mois après être rentré. Et ça reviendra. Là, en ce moment, 2 ans après, c'est plus un besoin d'ancrage et d'avoir un petit cocon qui ne bouge plus, qui fait plus de bien. Mais oui, c'est fort probable que ça revienne. Vivre et retravailler à l'étranger, peut-être. Revoyager pour quelques mois ou quelques années, très probablement, oui. Et l'ancrage, comment ça se passe? T'arrives justement à te réinstaller, te réinsérer professionnellement? Non, c'est la double peine. C'est la double peine quand on rentre. Puisque autant on est libéré, donc je ne cracherai sur personne là-dessus. Par contre, le retour est d'une violence extrême et l'État français nous impose une double peine. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'aide. D'où ce qu'on évoquait tout à l'heure, le côté statut d'otage d'État. En soi, pour moi, à l'intérieur, il n'était pas important. Mais en fait, il est très important maintenant à être créé. Parce qu'il n'y a rien de prévu. Je ne demande pas le tapis rouge avec je ne sais pas quoi, je demande à l'origine juste de la facilitation administrative. Parce que j'ai les impôts qui me tombent dessus. J'ai plus la sécurité sociale. Sauf que la case otage n'existe pas dans les cases de l'administration française. Donc la personne qui est en face de moi, je ne lui en veux pas, mais elle ne peut pas me faire entrer dans une case. Donc on est dans une sorte de no man's land. Et même ne serait-ce que l'accès à un logement. Encore une fois, je ne demande aucune gratuité, je ne demande rien de tout ça, mais je demande de la facilitation.
Donc là, j'ai enfin eu un appartement en début d'année. En mois de mars, j'ai enfin pu prendre un appartement. Donc je trouve que le retour peut être violent là-dessus. Et c'est pour ça que je milite beaucoup depuis que je suis rentré pour que les autres ne subissent pas le même sort, de les accompagner quand ils rentrent, de mettre en place des choses. Donc on est sur le point de finaliser, je l'espère, l'écriture d'un projet de loi. Mais je suis pas juriste, je suis pas politique, j'ai pas les termes. Donc on demande de l'aide, mais donc il y a plein de gens de bonne volonté en face de nous qui veulent nous aider. Sauf qu'une fois qu'on rentre chez soi, il n'y a plus grand monde. Donc voilà, là c'est la bataille du moment. C'est la volonté de créer un statut d'otage d'État avec certains droits et certaines facilitations, un guichet unique en fait. Parce que chacun va revenir avec pas les mêmes traumas, pas les mêmes besoins. Et il faut le prendre en compte parce que, bon, ça aussi je le tourne à la dérision, c'est peut-être un peu niche comme créneau, les otages d'État. Mais apparemment, c'est en train de s'étendre tout doucement. Je prends le flambeau là maintenant et puis quelqu'un d'autre le prendra plus tard pour le faire évoluer. Et est-ce que tu as vécu, un peu de temps après ton retour, après l'euphorie du retour, une sorte de down, un peu de décompression? Je pense à ça parce que Florence Cassé, qui a été détenue, qui a été otage au Mexique pendant plusieurs années, était à ta place il y a quelques mois et elle parlait justement de ça, voilà, de quelques mois après, on a du mal à reprendre pied au quotidien. Ouais, j'ai eu septembre 2024, j'ai pris un gros retour de bâton, ouais. Où je suis rentré de voyage avec le van justement après avoir fait le tour de France pendant 2 mois et ouais, il y a un petit retour de bâton effectivement. J'ai eu la présence d'esprit tout de suite de ok, faut que je prenne en charge, faut que je me prenne en main à faire tout un tas de choses parce que même un suivi psychologique, c'est pas acté qu'on l'ait. De trouver quelqu'un qui est à même de le faire, surtout quand on n'est pas à Paris, c'est pas si facile que ça. Et encore, j'estime que je m'en sors extrêmement bien, psychologiquement et mentalement. Mais il y a aussi la double peine de ça fait un petit moment que j'ai pas bossé. N'importe quel RH normalement constitué va regarder votre nom sur Internet, va se dire ok, le mec il a un profil assez intéressant, mais à quel moment il va vriller en fait. Donc on va peut-être embaucher quelqu'un d'autre. Voilà, mais c'est pour ça que le livre est aussi un peu thérapeutique, clairement. Mais c'est aussi et surtout une ode à la liberté, c'est aussi et surtout un énorme cri d'amour à l'Iran, iranienne, iranien. Et je préfère garder la beauté que j'ai reçue là-bas plutôt que la terreur qu'ils ont essayé de m'infliger. C'est vrai que tu le dis un moment dans le livre, les Iraniens que tu rencontres, ils ont le regard triste, comme s'ils compensaient la tyrannie quotidienne par la bienveillance. C'est ça. Moi, Enfin ouais, bizarrement, ça reste un de mes plus beaux voyages. Ouais. Et si la République islamique s'en va demain, moi après-demain, je suis en Iran. Est-ce que tu as su un peu les conditions qui ont permis ta libération? Est-ce qu'il y a eu des contreparties, des sommes d'argent échangées, un échange de prisonniers? Il y a de drôles de coïncidences. Comme la libération d'Assadollah Assadi. Quelques jours après, une semaine après peut-être. Donc, non, il n'y a pas eu de contrepartie officiellement d'après l'État français et la ministre de l'époque, Catherine Colonna. Officiellement en Belgique, il a été échangé contre un otage belge. Voilà, contre Olivier Van de Castel. Ça, c'est l'officiel, effectivement. D'ailleurs, la Belgique, ils ont changé leur constitution pour pouvoir faire cet échange, ce qui est quand même assez fou.
Mais en France, officiellement, on ne négocie pas. Non, non, jamais. Et puis, non, officiellement, on a été libérés pour raisons humanitaires, Bernard et moi. Mais parce que le régime de la République islamique fait beaucoup d'humain, en fait. Ils sont très humains, ces gens-là. C'est pour ça qu'ils nous ont libérés pour raisons humanitaires. Ouais. Je crois en une autre version, j'en ai des sources sûres, j'en ai pas les preuves. Donc je l'affirme, je pourrais pas l'affirmer, mais il y a des drôles de coïncidences quand même. Tu penses que la libération de ce terroriste, ça a à voir avec ta libération? Je le pense, oui. Ouais. Et t'y penses souvent? Est-ce que c'est quelque chose que tu refusais à l'époque? J'y pense, oui, parce que il y a eu lui, et puis après il y a eu Nouri qui a été échangé contre un diplomate suédois aussi après notre libération, et là il y a encore potentiellement quelque chose comme ça qui pourrait se faire pour Cécile, Jacques et Lénart, je l'espère le plus tôt possible, même si c'est pas ce qu'on veut. T'as un message à délivrer à ceux qui auraient encore aujourd'hui envie de s'aventurer en Iran? C'est dur de répondre à cette question. Quand je suis revenu, on me posait la question qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent aller en Iran? Et à l'époque, je voulais pas dire n'y allez pas, et je ne voulais pas dire allez-y aussi. Là, aujourd'hui, malheureusement, n'y allez pas. Mais soutenez le peuple iranien, soutenez le peuple afghan, soutenez... voilà. Mais oui, il y aura, là, en ce moment, il y a les plus gros risques que ce qu'il y avait avant, même à mon époque. Et en même temps, il y en a encore qui s'y aventurent et pour qui ça se passe très bien. Il n'y a pas de règle. C'est la règle de l'arbitraire, effectivement, pour prendre des otages. Mais donc ça me fend le cœur, en fait, de dire n'y allez pas, parce que ça pourrait revenir à dire n'allez pas voir le peuple iranien, n'allez pas voir leur culture, fuyez seulement la tyrannie dont eux-mêmes sont les victimes. C'est compliqué de dire ça, parce que j'ai emporté énormément d'amour de là-bas et j'y ai laissé une partie de mon cœur. Ouais. Merci beaucoup, Benjamin, Merci à toi d'avoir raconté ton histoire et ce témoignage vraiment saisissant. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cet entretien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à réagir et à poser vos questions en commentaire. Vous pouvez retrouver le livre de Benjamin Brière, Azadi, qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Depuis le tournage de cet entretien, le jeune ressortissant franco-allemand Lénart Monterlo a été libéré après 4 mois de détention en Iran. Il est arrivé en France le 9 octobre. Quant à Cécile Kohler et Jacques Paris, ils ont été condamnés le 14 octobre à de lourdes peines de prison, respectivement 31 et 32 ans, pour espionnage au profit de la France et d'Israël. Avant de vous laisser, je voudrais remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cet entretien, en particulier Fred à l'image et Delphine à la prod, et je vous dis à très vite.